Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Comment découvrir la Norvège en camping-car avec ses animaux de compagnie? Est-ce que c'est un pays accessible aux chiens et aux chats? Comment résistons-nous au froid en camping-car? Ou encore, comment est-ce qu'on fait pour voyager avec un chat? Toi aussi tu te poses toutes ces questions? Eh bien cet épisode est fait pour toi, car aujourd'hui Camille et Nicolas nous disent tout sur leur périple de 6 mois en hiver au cœur de la nature norvégienne. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Bonjour tous les deux et bienvenue sur le podcast Tweep. Bonjour, Bonjour. merci, avec plaisir. Comment ça va? Bah ça va super, on a retour de 6 mois en Norvège, donc c'est vrai que c'est... On fait le deuil petit à On petit. fait le deuil, voilà, c'est le mot, mais on pense à nos prochains voyages, donc ça Voilà. va. Trop bien, et vous allez pouvoir nous raconter tout ça en plus, et du coup j'ai super hâte. Est-ce que vous voulez bien qu'on commence l'épisode avec une petite présentation? Ouais, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Camille, j'ai 23 ans. Moi, c'est Nicolas, 27 ans du coup. Voilà, donc à bord, il y a Senja qui a 1 an et 6 mois, donc c'est un Somali, et Loki, il a 1 an et 2 mois et c'est un Golden Retriever. Voilà, et puis bah, il y a notre maison roulante quand même qui fait partie de la famille, c'est le 5e élément, mais le plus important. Notre maison roulante, donc c'est un Hymer de 1900. 1991. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, et du coup vous voyagez en van. Pourquoi vous avez choisi de prendre un van? Bah alors c'est un camping-car, donc c'est un peu plus grand qu'un van quand même en termes d'aménagement. On voulait quand même garder un certain confort. Celui-là, on l'a choisi parce que l'aménagement, vraiment, il nous correspondait à 100%. Il y avait une douche, alors ça, c'était super important parce que ceux qui se renseignent un petit peu dans l'aménagement, c'est vrai que c'est pas souvent. Voilà, un grand espace de cuisine, un petit coin salon. Bah, vraiment un aménagement qui était vraiment optimisé pour 2 personnes, comme un mini appartement en fait. C'est vraiment beaucoup de rangement, vrai bac de douche, un lit suffisant pour, pour nous deux en tout cas. C'est vrai qu'on était aussi, on a aussi été attirés par plus petit, mais on s'est dit que c'était risqué, qu'il fallait mieux commencer par un modèle, on va dire, un entre-deux, c'est pas non plus, il est pas très grand. On Bah, doit surtout faire. sur les routes d'Europe continentale, les routes sont quand même assez correctes. On se dit si un jour, admettons, on voulait peut-être, je sais pas, faire un petit peu plus de off-road ou des pays un petit peu plus reculés, entre guillemets, pourquoi pas partir sur un modèle, oui, un petit peu plus petit, type 4x4, mais là pour l'instant, c'est pas ce qu'on souhaite dans un premier temps. On voulait Vu... voilà, commencer la transition, pour que la transition soit plus simple, on voulait garder un minimum de confort. Qu'est-ce qui vous a fait choisir la vie en véhicule aménagé? Premièrement, c'était vraiment l'expérience de pouvoir voyager, donc pour du long terme, c'était en fonction d'un itinéraire, se déplacer, pouvoir dormir sur des lieux insolites, se réveiller et être tout de suite à l'endroit dont on rêve pour dormir, quoi. Enfin, c'est pas le même voyage du tout c'est, que... voilà, c'est différent. Et on avait voyagé un petit peu avant d'une autre façon où on était dans des locations ou des hôtels, et il y avait cette contrainte de toujours revenir à notre lieu pour dormir. Bah, du coup, même sur les journées, on perdait pas mal de temps rien qu'avec ça. On devait s'organiser différemment. Bon, voilà, il y a une organisation également, mais je pense que c'est vraiment le mode de transport idéal quand on a un itinéraire en tête et qu'on fait pas mal de kilomètres. Je pense que c'est vraiment le plus adapté. Quand on traverse un pays du sud jusqu'au nord, je pense que c'est vraiment l'idéal. Mm. Sinon, ça demanderait des changements d'hôtel, enfin une organisation Ouais, c'est sûr. qui serait plus complexe. Donc c'était ce choix-là. Il y a également un aspect économique. On dépense beaucoup moins en voyageant de cette façon que si on louait un hôtel ou un gîte à chaque fois. Enfin, ça serait tout de suite un autre budget. Donc voilà, c'était ce côté immersion, pouvoir dormir en immersion dans la nature. Et Et puis le côté immersif, ça fait vraiment des souvenirs, on retient son voyage vraiment d'une façon différente, on crée des souvenirs vraiment plus intenses, et le fait vraiment d'avoir vécu c'est devenu sur notre maison. un... Ouais, bah oui, complètement, c'est ça. C'est devenu notre maison aussi, donc c'est vrai qu'on a nos repères et c'est beaucoup plus agréable de voyager de cette façon.
En tout cas, de notre point de vue, en tout cas actuellement, on ne changerait pas de façon de voyager. Ouais, vraiment un petit cocon depuis lequel vous pouvez tout faire et même enregistrer un podcast. Du coup, vous êtes dedans, là, on dirait, non? Ouais. C'est ça. Ce que je trouvais super intéressant, c'est que vous voyagez avec votre chien Loki, mais aussi votre chat. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus là-dessus? On n'a jamais parlé encore du voyage avec son chat sur le podcast, donc je trouve ça trop intéressant. Et pourquoi vous avez choisi cette race spécifiquement? Comment vous faites pour l'emmener partout? Alors il y a beaucoup de choses à dire. Le commencement, c'est vrai qu'au début, pourquoi un chat? En Amérique, c'est beaucoup plus d'actualité, en tout cas, d'emmener son chat en van ou en randonnée. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'en France, c'est moins commun quand même. Un peu moins commun, donc c'est vrai qu'on a eu cette inspiration-là. On s'est dit, tiens, pourquoi pas? Et puis, On avait déjà eu un chat, donc on avait déjà c'était, eu un chat aussi, donc on adore les chats, donc voilà, on s'est pas forcément posé beaucoup de questions. Non, on voulait partager ça avec Voilà. un chat et On s'est dit, c'était... c'est possible, alors pourquoi pas nous? Donc après, le choix de la race, c'est vrai qu'on a cherché aussi en fonction du caractère, parce que en van life, on est amené quand même à changer régulièrement de spot, tout ça, donc ça peut être un petit peu plus stressant, voilà, donc il fallait un chat qui ait quand même un certain caractère, et aussi une condition physique, puisque pour les randonnées, voilà, il faut quand même... on voulait un chat baroudeur. Voilà, c'est ça. Et un chat qui soit assez pas trop lourd non plus, parce que c'est vrai au début, on adorait le Maine Coon, donc on l'adore toujours, mais bon, c'est une race qui est réputée assez lourde. Du coup, on s'est dit, voilà, s'il fallait le ramener en rando et que, voilà, il Peut-être pesait, moins adapté même à la randonnée. Voilà, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, on a fait une recherche et puis on est tombé donc sur le Somali, une race réputée assez speed. Donc, voilà, puis on a eu un coup de cœur aussi pour le look. Look un petit peu de renard, c'est entre un renard et un écureuil. Ouais. C'est souvent comme ça qu'on les définit. Un pelage assez spécifique. Et c'est un gros chat du coup? Non, il doit faire combien? C'est vrai qu'on sait pas 4,5 trop. kg, je pense. Ouais, il doit faire 4,5 kg, 5 kg, pas plus. Ok. Pour un mâle, du coup. C'est très fin, mais Voilà. très haut sur pattes, mais fin. Voilà. Donc pour c'est les assez randos, particulier. il enquille vraiment bien les randos. On a déjà fait 4 heures. Il adore ça. Au niveau du caractère, il a un fort caractère. Donc après, depuis toujours, il a été habitué à ce mode de vie. En fait, on habitait déjà en camping-car. Donc il a connu que ça. Je pense que c'est vraiment idéal, en tout cas. Ouais, c'était notre point de départ. C'est ça, c'était notre point de On a départ été un le petit chercher, c'était notre premier Voilà. notre premier itinéraire. Voilà, et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et puis après, on a eu beaucoup de chance aussi. C'est vrai que ça n'aurait pu ne pas le faire. Après, on se serait adapté dans tous les cas. Si jamais il n'aimait pas la rando, il serait resté dans le camping-car ou C'est ça. aux alentours. Mais on a voilà, mis, après, on a essayé petit à petit on a mis toutes les chances de notre côté en Ouais, voilà, c'est ça. choisissant cette race et pour le coup. Et en l'habituant tout petit. En l'habitant tout petit. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc dans le camping-car, ça se passe super bien. Donc il a son petit espace, par exemple pour ses gamelles. Il a un petit espace en hauteur, donc c'est mieux surtout depuis qu'il y a Loki, ça évite qu'il mange sa pâtée, ses croquettes, tout ça. Il a son petit espace aussi pour la litière. Du coup, on a le bac de douche, d'où l'importance. En fait, c'est un espace qui nous sert de rangement quand on n'utilise pas la douche, tout simplement. Et du coup, on met sa petite maison de toilette dedans. Et voilà, après, quand on baisse le lit, il a tout son espace à l'avant où il peut être tranquille, voilà, ou peut-être quand le chien veut jouer avec lui, il a pas envie, au moins il peut être tranquille, il a son petit espace, donc voilà. Après, voilà, concernant les sorties, nous, on ne le laisse pas sortir en liberté tout seul. Je sais qu'il y en a qui le font. Après, c'est un choix. C'est vrai qu'il y a 2 écoles pour le coup. Nous, c'est surtout parce que on est conscient qu'il y a énormément de dangers en extérieur. Ça nous fait trop flipper. Et puis, c'est vrai qu'avec les changements nombreux de spots, on se dit est-ce qu'il arrivera à nous retrouver, tout ça. Oui, et puis il y a pas mal de dangers, j'imagine aussi en fonction de vos voyages. De toute façon, on en parlera tout à l'heure. Mais il peut y avoir des lieux avec des animaux sauvages, C'est ça. des choses qui peuvent l'effrayer et effectivement, il faut faire attention à ça. Du coup, après, pour les personnes qui voudraient vraiment laisser leur chat en extérieur, on conseillerait d'utiliser Tractive. Après, il y a d'autres marques, mais c'est vrai que nous, on l'a Tractive, c'est pour ça que j'en parle. C'est un tracker GPS, voilà, pour mettre sur le collier, et ça permet de suivre via une application et un abonnement. Il y a plein d'abonnements d'ailleurs, c'est pas mal. On peut suivre en fait ses déplacements sur l'application et du coup ça évite de trop se tracasser en tout cas si elle revient pas au camping-car. Donc nous voilà, on le laisse pas en liberté pour toutes ces raisons. Après on compense si jamais on sent qu'il a vraiment envie de sortir, on fait une petite balade avec lui.
Sinon, on l'emmène évidemment rando quand les conditions le permettent et que la randonnée le permet aussi, qu'elle est pas trop longue. On le met en longe avec, Voilà, ou avec le sinon, chien, si le spot est bien, c'est-à-dire, qu'il est pas trop sale, qu'il y a pas trop de bruit, qu'il y a personne autour, on le met en longe avec Loki et puis voilà, comme ça, il se satisfait de pouvoir observer, les oiseaux et les papillons. Quand vous partez en randonnée avec lui, vous avez un matériel spécifique? Oui, alors on a l'indispensable, c'est son sac à dos. Alors après, c'est vrai qu'on s'en sert pas beaucoup parce qu'il adore, marcher. C'est fou, mais c'est quand même un indispensable puisqu'on a déjà été amenés à l'utiliser, notamment, quand il a peur, quand il voit des animaux, par exemple une vache, on a eu le cas récemment. Il fait une crise de panique, donc là, pour le coup, on est vraiment content de l'avoir, c'est surtout à cause de Loki qui fait oui, c'est surtout à cause de Loki, mais ça, c'est un autre sujet. Nous, on a le sac Kurgo, alors on le conseille, surtout pour la randonnée puisqu'il est super agréable à porter. Il fait vraiment, sac de randonnée. Il est respirant, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Il a beaucoup de rangement. Comme je disais, vu qu'il va pas souvent au final dans son sac, fallait que ce soit un sac multifonction. On met pas que Senja dedans au final, on met plein de choses, donc ses affaires évidemment, de randonnée, mais voilà aussi, de tout, ouais, un peu de tout. Voilà, matériel tout ce qu'on a voilà, audiovisuel, tout ce qu'on a besoin. de l'eau, un peu tout emmener. Aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il a le fond est imperméable, donc ça nous a servi, enfin, déjà ça évite que ça salisse quand on le pose, donc ça c'est vachement pratique. On peut le laver facilement et ça nous a servi la fois où on a fait une randonnée en Norvège et qu'il a fallu qu'on traverse un torrent et du coup, Selja était dans son sac et par chance, au final, le sac, atterrissait, au niveau du haut enfin du bas de mon dos et au final, le Senja était resté au sec dans le sac, donc là, pour le coup, c'était vraiment top qu'il soit imperméable, en bas, donc voilà, le sac, c'est vraiment un indispensable. Je le conseille à toute personne, qui souhaiterait faire, des aventures avec son chat. C'est vraiment ça, il faut l'habituer, en fait, bien avant, déjà à la maison, petit à petit. Vous avez fait comment du coup pour l'habituer? Le sac, du coup, au début, on le laissait, donc dans le camping-car. Comme ça, il regardait un petit peu dedans, il rentrait, voilà, il faisait connaissance avec le sac, il s'habituait. Après, on l'a pris, sur le dos, donc on le mettait dedans, on voyait comment est-ce qu'il réagissait, il réagissait bien. Après, voilà, c'est petit à petit. Après, on l'emmenait dehors, on voyait comment ça se passait. Après, ce qui est bien avec le sac Kurgo, encore une fois, c'est qu'il y a une attache à l'intérieur. Pour attacher son harnais, du coup, il n'y a pas de risque qu'il s'échappe par le petit trou ou quoi que ce soit. Donc là, il est vraiment sécurisé pour le coup. Et du coup, vous avez aussi un harnais et une longe. Totalement. Alors, un harnais, on a choisi le harnais Pupia Reedfit. C'est pas le harnais le plus sécurisant, c'est très compliqué à trouver au final, un harnais 100 % sécurisant, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas se faufiler, en cas de peur, en fait, en cas de crise de panique. C'est vrai en regardant les avis sur internet, j'ai beaucoup eu de mal à trouver, un harnais où il y avait aucun avis, où il y avait une mauvaise expérience. Du coup, on a privilégié le côté, confort. Respirant, réglable aussi parce que du coup ce harnais est réglable au niveau du cou et au niveau du ventre. Donc voilà, on a priorisé, ça vu que c'était difficile de trouver un harnais vraiment, 100 % sécurisant. Après je sais qu'il existe des, harnais en forme de gilet, a priori ce serait peut-être un peu mieux. Après nous on n'a pas acheté parce qu'on avait peur que ce soit trop chaud, mais voilà, si jamais ça intéresse, ça existe. Donc voilà pour le harnais. Après, on a une laisse enrouleur. Alors, c'est comme une longe, mais c'est moins. Ça évite de salir la laisse. Ça permet qu'il ait plus de liberté de mouvement quand même parce qu'il avance pas forcément toujours à notre rythme. Des fois, il avance plus rapidement. Oui, dans les randos, il avance plus rapidement que nous des fois. Ou des fois, il est un petit peu plus en retrait et du coup, on laisse marcher à son rythme tranquillement. Voilà. Après, c'est assez similaire au final à un équipement, canin au final, donc de l'eau avec, des petites friandises, une gourde, une gamelle pliable, une trousse à pharmacie, voilà, avec le nécessaire. L'hiver, on avait un petit manteau en plus, chaud et imperméable. Je rajouterais même, je pense que ça, ce sera on investira pour le prochain voyage en Norvège l'hiver, mais des petits chaussons pour les coussiner, parce que c'est là où passe le froid et ouais, on avait l'impression que c'était souvent quand il marchait dans la neige, voilà, que ça
Là, il avait un peu plus froid quand il marchait dans la neige, donc la neige dérangeait plus que le froid, ouais. voilà, c'est ça. Très important. Donc j'ajouterais une bonne protection contre les tiques. Alors surtout en Norvège, je pars vraiment le cas Scandinavie, parce en été en tout cas, on a trouvé qu'il y avait énormément de tiques. Donc là, pour le coup, ouais, faut s'armer si on vit en Scandinavie. Et ici également, alors ça, c'est pas notre cas. Senja fait ses besoins en extérieur, mais il y a d'autres chats qui ne supportent pas de faire autrement que dans leur litière. Et du coup, ça existe des petites litières portatives. Donc voilà, j'ai pas d'un retour d'expérience puisqu'on n'en a pas utilisé, mais voilà, c'est possible pour les personnes qui en auraient besoin. D'accord, pourtant au début vous aviez dit que vous aviez une litière quand même pour lui dans... Alors dans le camping-car, oui, effectivement, on a une litière. Par contre, quand il est dehors, s'il a envie, en tout cas, il se retient pas de rentrer pour faire dans sa litière. Donc il y a des chats qui apparemment Oui, il y a des se chats, refusent de faire dehors ouais. et du coup, ils sont pas bien, ils miaulent, enfin c'est ce que j'avais vu. c'est là qu'une litière portative sera Voilà. intéressante. Du coup, ils prennent une litière avec eux, par exemple, sur les marches, etc. En fait, on appelle ça litière portative, c'est vraiment une litière fait exprès. De ce que j'en avais vu, c'est une litière en fait sous forme de sac qu'on peut complètement refermer, en fait, qu'on glisse dans un sac à dos, je suppose. D'accord. Pour des longues randos, Ouais, pour des longues randos. pour que le chat soit dans de bonnes conditions, ça peut être utile C'est ça. pour certains. Ok, trop bien. Et j'imagine du coup vous devez avoir quand même des... Enfin, je me rends pas compte, en Norvège, vous aviez des regards surpris un peu de voir Sanja comme ça dans la nature ou en longe avec vous? Ouais, complètement, complètement. C'est vrai que ça attise la curiosité, un Oui, peu partout où beaucoup, on va au final, Oui, que ce soit. En Norvège, ouais, autant ils ont beaucoup de chiens là-bas. Vraiment, la plupart des Ouais. Norvégiens ont un chien, on a remarqué, mais c'est vrai que le chat est beaucoup moins présent et donc oui, c'est vrai que quand ils nous voyaient promener le chat en laisse, ils étaient tous surpris et bah, ça permettait d'avoir du contact, facilement avec les locaux, donc c'était sympa. Oui, puis avec Loki aussi, j'imagine, du coup. Oui, bah oui, puis c'est même quand les gens l'aperçoivent, à travers le camping-car, souvent, Ouais, souvent, oui. on passe Ça pas aspire la sympathie, inaperçu. ouais. Trop chou. Un grand sujet de l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui, donc c'est le voyage en Norvège que vous avez fait pendant 6 mois en hiver. Pourquoi déjà vous avez choisi cette destination? C'est après les premières grosses vagues de Covid, on va dire. Donc il y avait ce petit manque d'aventure et surtout de se retrouver on cherchait vraiment à se retrouver en immersion dans la nature. Au début, on était beaucoup attirés par des destinations comme l'Ouest canadien ou l'Alaska. Après, pour un premier voyage, c'était hors France, c'était compliqué de commencer par ça. Enfin, organiser, c'était un petit peu plus compliqué, surtout avec la difficulté pour envoyer un véhicule aménagé sur un autre continent. Oui, et puis il me semble que le Covid le permettait pas non plus beaucoup. À cette période-là, c'est vrai que c'était Canada et États-Unis. Je pense que ouais, les frontières, en effet, étaient encore fermées. Et du coup, on a cherché une équivalence ou quelque chose qui pourrait en Europe nous donner cet aspect cet aspect sauvage et de se retrouver en pleine nature. Et du coup, on a rapidement tombé sur la Scandinavie et surtout sur la Norvège, qui est d'ailleurs surnommée la petite Alaska, et du coup, c'est pas pour rien. C'était un signe, on a regardé quelques photos, on a commencé à se renseigner, et c'est vrai que ça a été déjà, même avant d'y aller, ça a été un coup de cœur, donc on sentait qu'on n'allait pas être déçus. Donc on a dit, allez, c'est en plein hiver, on s'est dit autant se retrouver au nord de la Norvège avec les vraies conditions du nord, avec les températures et la neige. Et pour le coup, ouais, on n'a pas été déçus parce que on s'est vraiment retrouvé du coup en immersion, très très peu de monde. C'est vrai il doit y avoir un peu plus de 5 millions d'habitants en Norvège, donc il y a un rapport avec ça aussi qui était intéressant, parce qu'on est même plus de 13 fois plus en France. Ok. Et c'est vrai que là-bas, on s'est vraiment senti dépaysagé et seul, et c'était ressourçant de se retrouver seul, isolé en pleine nature comme ça. Et puis les paysages vraiment aussi, c'est vraiment fou, quoi. Oui, parce que si je me trompe pas, la Norvège c'est plutôt accessible justement pour pouvoir te poser où tu veux en pleine nature. C'est ça. Après, c'est vrai qu'en hiver, pas toujours parce qu'il faut que ce soit déneigé. Oui, après, c'est Mais, vrai il y a très très peu de contraintes pour les véhicules aménagés. Ils sont très ouverts là-dessus. Il y a vraiment très peu de terrain privé en fait, qui fait que, à part quand il y a des habitations, il faut éviter
près à 100 mètres, à moins de 100 mètres d'une habitation. Sinon, faudrait par courtoisie au moins demander l'autorisation. Mais on s'est rarement retrouvé dans ces cas-là en tout cas, et on n'a jamais eu de soucis pour stationner en Norvège. Voilà, à part en effet la contrainte de nombreux endroits qui étaient bloqués par la neige ou qui étaient inaccessibles, mais on a quand même eu, surtout au nord, c'était vraiment assez facile de stationner, de se retrouver vraiment au milieu de nulle part, sans déranger quiconque. Et Mmh mh. ouais, ça c'était agréable. C'est vrai que c'est un aspect en van qui est très important, et la Scandinavie, c'est le top pour ça, ouais. Mais du coup, comment c'était de voyager en Norvège avec vos animaux? Bah, c'était assez intense, tous les sens du terme, on va dire. En fait, les bonnes expériences, c'est fois 1000 en fait, c'est trop, trop bien. Et par contre, quand il y a des galères, bah, c'est pareil, dans le sens inverse, c'est beaucoup plus difficile forcément, vu les conditions. Mais non, franchement, aujourd'hui, on en garde vraiment un super souvenir, et pour dire, on a prévu un autre voyage, dans Ouais, les mêmes puis, conditions ou avec les presque, c'est vrai que même pour, le Loki, il a vraiment adoré la neige, carrément. ça lui a rapidement manqué. Et puis, ouais, même, il a même pu profiter on en a pas encore parlé, mais des aurores boréales. Parce que lors d'une petite, soirée pipi, un soir, c'est vrai que, ça a commencé à exploser dans le ciel, et du coup, il s'est arrêté pour regarder. Et puis il a eu pas mal de chance parce qu'il y avait du violet, et du coup, ça l'a vachement intrigué. Donc c'était assez sympa de partager ça avec lui. Puis ouais, les Les randonnées, randonnées aussi, oui. les randonnées étaient enfin, c'est vrai qu'on s'est pas mal amusé. C'était un régal pour lui. Après, bon, pour Senja, c'était un peu plus compliqué, Bah, on adaptait, on faisait des balades que des randonnées avec lui, l'hiver vraiment quand il y avait ouais. beaucoup de neige, non, c'était Il est plus, plus frileux que mmh Loki forcément, mais il a quand même, il aimait ça quand même, parce Il que est ça ouais, ça bien lui sûr. empêchait pas de tenter de s'échapper, Ah ouais, même ouais, s'il y avait la neige. Il c'est avait envie de ça. sortir Et régulièrement. puis ils en ont vu des animaux sauvages aussi. Des aigles marins, des élans, Ah des oui, rennes. c'est vrai que là, grâce à eux, on a vu pas mal d'élands, dans C'est des ça. c'était des radars à élans, Bah, Senja, on savait pas, mais c'est un radar à élans. Grâce à lui, bah, c'était en une randonnée, on savait qu'il y avait des élans dans le coin, donc on regardait tout ça, et puis à un moment, il s'est arrêté, il regardait, dans la forêt. Il me regarde: «Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a rien». on voulait plus Mais vraiment, avancer. il insistait, il voulait plus avancer. On regarde un peu plus, et bah, là, ça a pas loupé, il y avait 3 élans. Donc c'est fou, pourtant ça fait vraiment pas de bruit, et bon, je suppose que c'est des odeurs ou je sais pas, mais Il même est ouais, Loki avait il pas est plus doué que Loki, pour trouver les animaux sauvages. Mais heureusement, parce que du coup, bon, c'est petite contrainte qui c'est vrai que, avec, si on tombe face à des animaux sauvages avec un chien, ça peut, voilà, faut faire mmh. attention quand même. Bah, la première fois, on a vu des élans, donc c'était à Boda. C'était dans la pénombre, mais on a dû quand même tenir Loki pour pas risquer, bah, de les effrayer, ou après je pense pas qu'il serait allé, les voir parce que c'est trop un peu heureux, mais Plus la réaction des élans qui aurait été, à craindre, hein, même si, cette période-là, mmh, c'était pas ils étaient en hiver, ils sont moins agressifs. c'est sûr, C'est pas un animal agressif, hein, mais dans certaines périodes, les périodes de reproduction, ils peuvent être c'est ça. un peu plus énervés, et du coup, faut faire attention quand on se balade avec Mmh. son chien, Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs, obligatoire à une certaine période, de les tenir en laisse, c'est obligatoire. essentiellement pendant la période, on va dire, estivale, touristique. On peut donner Ouais, de début mai à septembre. Je pense c'est ça. que dans cette période-là, il y a pas mal d'endroits où la tenue en laisse, sera C'est ça. obligatoire. Après, c'est indiqué à chaque fois. Avant chaque départ de randonnée, il y a des panneaux où ce C'est sera indiqué dans tous les cas, donc Oui, c'est principalement ouais, dans les parcs naturels. ouais. Et les animaux d'élevage aussi parce que, bah, pas bon, en hiver, il y a beaucoup de rennes, mais au printemps, été et automne, je suppose, il y a aussi, des moutons, Beaucoup de enfin voilà, moutons, en ouais. liberté totale, donc ouais, il faut faire attention si son chien a tendance un petit peu à la prédation, comme tu disais, voilà, il faut faire attention. D'accord. Et il y a d'autres restrictions comme ça en Norvège avec ces animaux? Pas spécifiquement, à part la laisse, après ça va être les conditions d'entrée, pour entrer dans le pays. Alors, oui, donc pour, rentrer en Norvège, il y a des petites, conditions d'entrée, donc comme toute frontière. Donc il faut que l'animal soit au moins âgé de 3 mois. Il doit être identifié par une puce électronique ou un tatouage lisible fait avant le 3 juillet 2011.
c'est assez précis, qui doit être vacciné contre la rage au moins 21 jours avant de passer la frontière. Donc avoir un passeport, donc ça il est délivré au moment de la vaccination anti-rabique. Pour les chiens uniquement, il faut qu'ils soient vermifugés contre les ténias. Il faut que le vermifuge soit administré par un vétérinaire obligatoirement et que ce soit notifié sur le passeport. Voilà, donc ça, il faut que le vermifuge soit administré entre 24 heures et 120 heures. Donc c'est équivalent à 5 jours. Donc voilà, il faut bien être assidu là-dessus. Faut bien calculer son voyage. Faut bien s'organiser. Voilà, faut bien s'organiser. Avant de passer la frontière, que tous les délais soient respectés. C'est ça. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des races qui sont interdites en Norvège, comme le pitbull, le fila. Après, il y en a d'autres. Un peu les chiens de catégorie. Voilà, ouais, c'est ça, voilà. Il y a plein d'infos sur le site anivetvoyage.com. C'est là qu'on avait vu qu'en Islande, par exemple, on pouvait vraiment très difficilement amener ses animaux. Après, voilà, non, sinon, au contraire, venir avec son animal en Norvège, c'est vraiment une super expérience. Il y a plein d'activités à faire, du ski de fond, enfin... La randonnée, évidemment. C'est vrai que c'est un pays où, pour les amoureux de la nature, et souvent, partager ça avec ses animaux, c'est vraiment un plus. Donc, ils en profitent et on en a profité également. Et on le conseille à tous, pour tous les amoureux de la nature, de se rendre en Norvège avec leurs animaux. Ils ne regretteront pas. Génial. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer du coup, mais en termes d'accessibilité, si par exemple vous vouliez aller faire un petit restaurant ou des choses un peu plus en intérieur, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer, est-ce que c'était accessible ou plutôt difficilement ? Globalement, faut toujours demander. Je pense que il y a de tout, hein. Il y aura des restaurants qui vont refuser, d'autres où il y aura pas de souci. Donc après ça dépend. Voilà, les restaurants qui sont un peu assez excentrés, ça posera moins de problèmes. Les restaurants vraiment en pleine ville, ça peut être plus compliqué. Bon, globalement, les Norvégiens, on entend souvent dire qu'ils sont assez froids, mais quand on discute un petit peu avec eux, on les a trouvés très sympathiques. Donc, En anglais, du coup ? Ouais, oui, c'est vrai qu'ils parlent. Oui, ils sont bilingues. Ils sont vraiment bilingues. Sauf vraiment peut-être les personnes vraiment âgées où on a vu que c'était un peu, des fois, ils parlaient vraiment pas anglais, mais ça, c'était vraiment dans les coins très reculés. Oui. Mais sinon, non, ils parlent tous anglais super bien, donc ça, c'est une chance. Ouais, pour se comprendre. Parce que le norvégien, c'est pas facile quand même. Non, le norvégien, c'est difficile. Mais Voilà. c'est vrai que pour se comprendre, c'était un vrai plus de pouvoir parler anglais partout dans le pays. C'était vraiment facile. Et... Donc oui, pas hésiter à demander en tout cas pour amener son chien. Voilà, même dans certains hôtels qui acceptent sans problème. Et surtout, il faut le référencer sur Twip. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités qu'on peut partager avec ces animaux. Nous, on a fait un tour de bateau avec Senja dans le fjord de Geiranger. C'était assez marrant, il avait son petit gilet de sauvetage. On voudra des photos de ça. Hein. Ah bah c'est prévu, oui, sur le prochain post. On n'avait pas emmené Loki parce qu'on avait peur qu'il nous fasse passer par-dessus bord, mais... Le bateau était assez petit et c'est vrai que les vagues c'était assez impressionnant. Enfin, mine de rien, les autres bateaux faisaient des vagues et c'est assez impressionnant. Ouais. Donc je pense que Loki, on savait d'avance que il allait un petit peu avoir peur. Oui, parce que je sais plus si on l'a dit au début, mais Loki c'est un golden, donc il prend sa petite place. Ouais, il est assez gros quand même. Il fait plus de 35 kilos, donc c'est un beau bébé. Et puis c'est vrai, quand il se déplace dans le camping-car, des fois il bouge le camping-car, pour le dire. Alors un bateau, un petit bateau à moteur, ça aurait été un peu... Et puis les fjords, ça reste... même si on peut croire que c'est calme, mais ça reste la mer et du coup, il faut quand même faire attention. Non, non, ça s'est super bien passé. Avec Senja, c'était sa première expérience en bateau. C'était le premier chat à monter dans un bateau à Geiranger, en tout cas, de ce que nous ont dit les propriétaires. Et vous avez fait d'autres activités comme ça ? Il y a également la possibilité de faire du kayak ou du paddle sur les lacs ou même dans les fjords. Il y a pas mal de locations en Norvège qui sont possibles. Du coup, nous, on n'a pas pu trop tenter l'expérience parce que la majorité du temps les lacs étaient gelés, donc c'était pas possible de la tenter. Les aurores boréales avec ces animaux aussi, on peut être assez étonné de voir leur réaction, c'est vraiment sympa. Puis tenter, nous c'est vrai ils ont bien aimé aussi nos petites balades quand on suivait les traces des élans. Loki il fourrait sa tête dans les grosses traces d'élan. Donc on s'est dit, il va peut-être nous aider. Au final, non, c'est plus Senja qui est plus doué pour les traquer.
Mais ouais, c'était rigolo de faire ça avec eux, on était tout excités et je pense qu'ils le ressentaient aussi, ils étaient vraiment contents donc Si on compare la France et la Norvège en termes d'accessibilité aux animaux, on pourrait dire qu'il y en a un qui l'est plus que l'autre ou c'est similaire? Je pense que c'est assez similaire, hein. Ils adorent les chiens. Après, dans les établissements, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend des propriétaires essentiellement, mais il y a pas vraiment pour le coup, de différence notable en tout cas avec la France, on n'en a pas remarqué. C'est vraiment, ce serait plus accessible quand même même s'il y a comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des restrictions, mais le côté extérieur, le côté naturel, où en France, on va avoir beaucoup de plages, par exemple, qui vont être interdites aux chiens et c'est vrai qu'en Norvège, nous, on n'a pas croisé une seule plage qui était interdite aux chiens, par exemple. D'accord, trop bien. Donc super pour l'accessibilité aux animaux, mais j'ai aussi plein de questions sur votre vie en van en Norvège. Comment vous faites donc pour vivre dans un si petit espace à 4 et aussi de vivre en hiver dans un van. Enfin, je me dis voilà en termes de température, des jours où c'est trop compliqué pour sortir, etc. Comment on s'organise? Alors déjà la vie, dans le camping-car, le mot-clé ce serait de l'organisation. Heu, il faut aménager l'espace, en fonction. Donc nous, c'est vrai que l'aménagement le permet. On a beaucoup de rangements, donc pour tout ce qui est stockage de croquettes, par exemple, avoir un coin panier, voilà, où, le couloir, il y a suffisamment de place pour qu'on puisse passer à 2, donc chien et humain. Donc là-dessus, on s'adapte, en fait, aussi. C'est de l'adaptation, c'est vrai que c'est au quotidien, c'est vrai que des fois, bah, oui, forcément, quand ils sont, par exemple, excités tous les 2 et qu'ils jouent et que ça fait, un peu de bruit ou ils prennent beaucoup de place, bah, oui, bah, on rigole ou on crie un coup et puis bon, bah, au final, c'est comme des enfants, on s'adapte à eux. Donc c'est vraiment une question d'organisation, mais aussi d'aménagement d'espace. C'est que chacun puisse avoir son propre espace où il peut être au calme. C'est ça, ils ont leur espace, pour la gamelle, donc on les laisse tranquilles quand ils mangent. Donc Senja a son petit espace en hauteur pour être tranquille. Loki a le sien aussi à l'opposé, voilà, il a tout le lit pour lui, tout l'avant du véhicule. Loki a tout le reste, tout le sol, il a même les banquettes si si jamais il veut observer par la fenêtre. Donc ouais, vraiment, là-dessus, on s'adapte à eux et puis, il y Puis a pas de voilà, souci. Il il y faut a juste ici, il y a quand même un point qu'il faut faire attention, c'est aux fenêtres. Parce que si Senja, parfois, elle a vraiment envie de sortir et il va pas attendre, la prochaine balade. Du coup, ouais, faut vraiment qu'on fasse hyper attention. Après maintenant, on a pris le pli, donc il y a pas de souci. C'est quoi, il sait ouvrir les fenêtres du coup? Alors non, c'est quand nous, on les ouvre, quand on ouvre une après en porte, général ouais, plus les portes parce qu'en général, les fenêtres, on a une moustiquaire donc ça fait office de grille de sécurité. Donc il peut pas, passer au-dessus, mais c'est plus, voilà, quand on ouvre les portes pour rentrer et sortir du camping-car, où là, faut être méfiant. On a un petit sac au cas où, pour pour le mettre dedans si vraiment il est trop excité. Par exemple, sur la route, c'est pareil. On le laisse en liberté parce qu'il supporte pas, être enfermé. Quand il est sage, il se pose devant le pare-brise, il aime bien regarder le paysage, tout ça, il est content. Par contre, quand vraiment, il est excité, il veut jouer, ça peut être un peu dangereux pour lui et pour nous. Donc là, on le met dans son sac et ça le calme tout de suite et puis il se pose, il fait dodo donc niveau sécurité, faut faire attention, c'est de l'organisation mais voilà, faut s'équiper de disons ce que qui voilà, nous, ça va parce qu'on est quand même on a quand même un véhicule qui fait 2,20 m de large, donc ça laisse pas mal d'espace, mmh à l'intérieur. ouais. Je pense que ce serait une toute autre organisation si on avait un véhicule, plus petit, type, van aménagé, Mmh mh. Volkswagen ou ou autre. Ça aurait été plus compliqué. Après, c'est toujours une question d'organisation au final et il y a toujours des Oui, parce solutions. que même l'hiver, au final, c'est vrai que Senja sortait un petit peu moins forcément, mais il a énormément d'espace pour jouer. Il a des jouets, à gogo et il a vraiment tout ce qu'il lui faut pour, se dépenser même un peu dans le camping-car. Il fait des allers-retours, en sprintant, s'il a besoin. Au final, c'est un arbre à chat géant, le C'est camping-car. ça, au péril de nos Donc voilà, meubles. même Loki, au final, avec le couloir, on joue avec sa balle, de tennis à lui lancer, il nous la renvoie donc au pire des cas, après voilà, l'hiver, Loki, on pouvait le sortir quand même, plus souvent. Il gérait très bien le froid donc et il adorait la neige. Donc voilà. Et justement, comment on gère le froid dans son van? Alors du coup, on a un chauffage à gaz, donc en Norvège, c'est le propane. Enfin, c'est pas qu'en Norvège, Bah, c'est, tout c'est notre court, installation est au propane, donc puis, bah, mais c'est voilà, en mieux en pour, Norvège, le gaz est en effet, même le GPL en Norvège est composé de 95 de propane puisque c'est le c'est ça. le gaz qui ne peut pas geler.
contrairement au butane qui, arrivé près de 0, va commencer à dysfonctionner. Voilà, on n'a pas eu de soucis pour trouver du gaz en Norvège, en tout cas. Là-bas, ils le remplissent, contrairement en France où c'est interdit. Là-bas, il y a des stations de remplissage, donc ils remplissent également les bouteilles de propane, comme on pourrait remplir des bouteilles de GPL. Pas de souci là-dessus, on n'a pas manqué de gaz, donc on a pu utiliser notre chauffage. On a gardé une température, en tout cas à l'intérieur, on n'a pas souffert du froid du tout. D'accord, vous n'avez pas besoin d'équipements supplémentaires, de couettes, de gants, de bonnets. Aussi quand même, on avait investi dans une grosse couette en mérino. Le mérino, c'est une laine, d'ailleurs qui est très utilisée en Norvège, mais c'est vraiment très chaud. En fait, c'est une matière qui est très chaude quand il fait froid, mais qui est respirant l'été. Ça évite, donc il y a des vêtements aussi en mérino qu'on avait aussi. C'est super d'ailleurs pour les randonnées. C'est un bon investissement, en tout cas, la laine mérino, que ce soit pour une couette chaude ou pour des vêtements chauds, c'est vraiment l'idéal. Et d'après vous, donc, quels sont les avantages et les inconvénients de cette vie en camping-car, notamment pour la Norvège? Le plus important, c'est vraiment une super expérience. Enfin, pour les amoureux de la nature, des animaux, c'est vraiment, je pense, bon, on n'a pas encore tout fait en Europe, mais en tout cas, enfin en Europe continentale, mais c'est vraiment tant les paysages que les randos, voir des animaux sauvages, les aurores boréales, ça a été une grosse partie de notre voyage. Franchement, c'est top et de pouvoir partager ça du coup avec son chat et son chien, enfin vraiment toute la famille réunie, c'est complètement fou. Ouais, puis le côté hiver, on a vu les deux facettes parce que on est reparti au printemps et du coup il y avait plus la neige. Mais c'est vrai que la neige nous a manqué en tout cas sur les paysages, tout était sublimé, c'était vraiment incroyable. C'est ça, il y a un côté magique et puis, bah, forcément beaucoup moins de monde au niveau du tourisme donc la sensation d'avoir tout ça pour, soi tout seul donc c'était, Ouais, puis la facilité du coup, souvent se retrouver seul même sur nos spots et du coup, bah, de pouvoir, plus facilement profiter avec les animaux. La plupart des balades où voilà, on pouvait se permettre de lâcher Loki, sans craindre, de croiser des gens avec d'autres chiens ou parfois ça pourrait gêner, donc on évite dans ces cas-là, mais vu que là on était vraiment seuls, on a vraiment pu profiter de l'expérience pleinement. Et la solitude, justement, ça pèse pas? Enfin, je veux dire, si on part une journée avec vous en Norvège en hiver, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites de votre journée? Et est-ce que c'est pas, ça peut devenir aussi long, j'imagine, quand il fait trop froid pour sortir, qu'il y a personne? Ouais, il y a eu, Il y a eu des semaines difficiles. quelques journées, Mmh. des semaines plus difficiles que d'autres parce que c'est vrai que la météo n'est pas facile là-bas. Quand il y a des tempêtes de neige ou les températures quand ça commence à partir sous les -10, ça devient un petit peu plus, costaud. Parce que vous aviez quelle température en moyenne? En moyenne, bon, je pense on a tourné, entre 0 et -5 la majorité du temps, on va dire. D'accord. Donc ça, c'était sur la côte norvégienne au nord. C'était pas encore du grand froid? Non, on a eu des -10, -15, mais c'était quand même plus rare. Il y a le Gulf Stream, en fait, c'est un courant marin chaud qui réchauffe toute la côte norvégienne. C'est ce qui permet, en fait, à la Norvège de ne pas se retrouver, sous la glace complètement comme le Groenland. Et du coup, on en a vachement bénéficié parce que, on a souvent été entre 0 et -5, donc c'était vraiment, praticable. Quelques pics à -10, -15 où là, en effet, Ouais. tout était un peu plus compliqué, l'eau qui gelait dans le camping-car. Les balades, c'était, une autre histoire puisque Mmh. il y a beaucoup de vent également et du coup le vent, glacé, avec -15, même équipé, Ouais. c'est sûr que c'était un petit peu moins agréable. Il y a des jours où on était bloqués, c'est vrai, dans le camping-car, donc avec les nuits qui tombaient tôt, donc c'était pas forcément, nos meilleures journées. C'est vrai que rapidement, dès que les conditions s'amélioraient, c'était tellement magique qu'on en oubliait tous les mauvais côtés. Et puis, bah, voilà, avec les loulous, c'est vrai que même les journées un peu moins bien, vu que les 2 ils s'amusent souvent ensemble, ils nous font beaucoup marrer, donc C'est ça ça. détendait, pas mal l'atmosphère. Ouais, heureusement qu'ils étaient là, ouais. L'avantage d'être bien accompagné. Peut-être que tous les 2 on serait, on aurait déprimé en étant seuls, sous les tempêtes de Un peu neige dans le plus, quoi. camping-car. Mais là, non, ça l'a un peu plus difficile, mais ça l'a vraiment fait, on regrette pas en tout cas d'avoir tenté l'expérience de l'hiver. Toutes les contraintes, même la difficulté sur la route, c'est à prendre en compte également. Faut quand même se préparer, alors être habitué à rouler sur la neige et sur le verglas,
pas forcément parce qu'on l'était pas du tout et du coup, on l'a découvert mais Parce que les routes sont pas déneigées dans l'ensemble? en Norvège, il y a pas de sel qui est mis sur les routes, donc c'est positif, il y a pas de risque pour les châssis que le sel attaque, et provoque de la rouille. Donc pas de crainte là-dessus, du coup, ils mettent, du sable et du gravier, mais c'était principalement au sud qu'on a retrouvé ça, donc ça accrochait vraiment bien avec les roues. On sentait vraiment pas le véhicule déraper. Par contre, arrivé au nord, c'était, beaucoup moins, déneigé, beaucoup moins entretenu. Il y avait quasiment plus de sable, c'était, quelques graviers, mais vraiment pas suffisant pour se permettre d'être, 100 en confiance. Faut vraiment faire attention, utiliser le plus possible le frein moteur, et rouler très, très doucement, utilisation de chaînes à neige, pour limiter, ça ne vaut pas les pneus cloutés norvégiens ils sont tous équipés de pneus cloutés là-bas et pour le coup, ils roulent vraiment, comme si, il y avait pas de verglas ou de neige. Mais, pour ceux qui n'auront pas de pneus cloutés, ouais, il faut être très vigilant, en tout cas au nord, au sud, je dirais que c'est vraiment très, très bien entretenu. Pas de crainte, mais au nord, vraiment être vigilant et vraiment si on a peur de rouler sur du verglas, ou dans des conditions difficiles, voilà, faut peut-être, donc soit équiper fortement son véhicule, soit ne pas tenter l'expérience parce que ça peut quand même amener à gâcher son voyage, en cas d'accident. Donc les avantages, à voyager, avec ces animaux du coup, on fait pas mal de rencontres au final parce que ce soit avec Loki ou Senja, on a rencontré, pas mal de locaux au final, on a pu discuter avec eux et tout, donc ça c'est super. Pareil, bon quand parfois il fait pas forcément toujours beau ou ça oblige quand même à sortir et à marcher au final, du coup on fait une super balade et même parfois du coup on découvre des super endroits parce qu'à la base on n'était pas forcément censé sortir et puis ah bah tiens on se rend compte qu'en fait ici c'est super et du coup bah tiens on va partir explorer le lieu. Donc pour ça souvent ça nous est souvent arrivé avec Loki. Également la nuit, alors bon après c'est vrai que Loki c'est pas forcément un chien de garde mais le fait que de savoir qu'on a un chien qui potentiellement nous prévient s'il y a un bruit ou pas, c'est vrai que c'est un côté sécurisant. Ok, et d'ailleurs, vous vous êtes jamais fait réveiller par des animaux sauvages qui étaient curieux de votre camping-car pendant la nuit? On s'est juste fait Oui, peur une c'est vrai. fois, je pense qu'on a dû psychoter. Mais on était vraiment isolés, sur l'île de Senja, sur un spot, à côté d'un parc naturel, mais vraiment perdu dans la nature pour le coup. L'après-midi, on avait fait une petite rando, dans la montagne et puis, on avait remarqué des traces, énormes avec, des griffes, monstrueuses et du coup, ça ressemblait à une patte d'ours. C'était un peu bizarre parce que c'était l'hiver, après tous les ours n'hibernent pas, mais on commençait un peu à à paniquer et le soir, comme par hasard, le soir, comme on faisait à manger et commence à entendre des bruits un peu bizarres, autour du camping-car, Loki qui se met à grogner et tout de suite on se dit: «Bon bah ça y est l'ours, l'ours est là». On n'osait plus trop sortir en pleine nuit, dans le froid, dans le doute, Et on a un peu puis paniqué mais je pense pas que c'était un ours mais c'est vrai que c'était le noir complet, ouais. ça fait bizarre en Ouais, fait de vous se avez pas retrouver. été voir ce que c'était Non, du on coup. n'a pas Ça pris le risque, non. Ça paraît comme ça, dit comme ça fait pas peur. Quand on se retrouve vraiment en pleine nature, noir complet, juste à côté d'un parc, vraiment sauvage et tout ça, c'est assez impressionnant Oui, quand oui, même. j'imagine. Je pense qu'on a dû avoir la visite, parce qu'il y avait pas mal il y avait pas mal d'élands et de rennes dans la zone et du coup, souvent, on voyait les rennes le matin, qui se baladaient donc je pense que c'était sûrement eux. Notre ami Loki, s'est bien amusé aussi à vouloir, courser les rennes quand il les voyait. Heureusement que les rennes courent vite, mais et heureusement qu'il était en laisse. Ça doit être magique, ça me donne trop envie de vivre une expérience comme ça. Si justement j'avais envie d'y aller l'hiver prochain, quel spot vous me conseillerez? Quels sont vos coups de cœur un peu en Norvège? Du coup, ce serait, donc déjà le nord, vraiment le nord de la Norvège, Lofoten jusqu'à Tromsø, la zone, de la ville, on va dire Tromsø, c'est un peu c'est la plus grosse ville du nord, hein, on va dire le fief, du nord. Toute cette zone, côtière entre les Lofoten et l'île de Gvaløya, donc qui est collée à Tromsø, c'est vraiment la zone à explorer, en hiver, au nord de la Norvège. Mmh. C'est là où on croisera le plus d'animaux sauvages, nous on a eu la chance de voir, voilà, les élans, les aigles marins, les rennes, on a été voir les orques, les baleines, enfin on a vraiment, vu des animaux, qu'on ne
pourrait pas voir, en Europe du Sud en tout cas et je pense que c'est vraiment unique en Europe et c'est vraiment à faire, ouais. L'hiver au nord de la Norvège, on peut pas le regretter. Oui, du coup, j'ai l'impression que ça ressemble un peu aussi à la faune qu'on peut retrouver au Canada ou, comme tu disais, en Alaska. C'est ça, voilà. C'est vraiment ce côté très, très nature. Je pense hein, qu'en Europe, on n'a pas tout fait, mais je pense pas me tromper en disant que le nord de la Norvège, c'est vraiment l'un des endroits le plus sauvage en Europe, en tout cas. Ouais, puis pour voir les aurores boréales aussi, vraiment toute la côte du nord, vraiment, il y a à la fois une bonne exposition pour les aurores boréales, mais il y a aussi du coup le paysage de dingue. Donc le combo des deux, aurores boréales et paysage de dingue, vraiment c'est une expérience de fou. On a eu l'occasion à Blake, donc c'est sur l'île d'Andoy, de voir notre première tempête d'aurore boréale. C'était complètement fou. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? En fait, on peut l'appeler comme ça. En fait, Oui, c'est parce que je disons que pense quand même. tout vient du soleil et du coup, on va dire que on appelle ça une tempête solaire, donc une grosse éruption venant du soleil c'est ce qui amène à la création des aurores boréales. Et du coup, lors de ces événements, l'intensité des aurores boréales est bien supérieure, les couleurs sont plus intenses, elles bougent extrêmement vite. Et du coup, c'est vraiment magique. Enfin, c'est vraiment là qu'on devient accro aux aurores boréales. C'est après avoir vu ça. C'est pas facile, c'est assez rare, mais c'est à voir dans une vie vraiment. En tout cas, le nord de la Norvège, c'est idyllique pour assister à ça, parce qu'avec le panorama en plus à côté, ça rend vraiment l'expérience inoubliable. Ça donne trop envie en tout cas. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'aurait pas parlé que vous auriez envie de partager ici ? Il y a énormément de choses à dire sur la Norvège, sur ce qu'on a vécu. On a envie de dire il faut le vivre en fait, tout simplement, il faut le faire parce que on peut raconter des histoires, mais le sentiment éprouvé lors de ces expériences complètement folles, en fait, c'est fou. Et puis de se dire faut essayer parce que c'est vrai que avant, si on nous avait dit allez, vous allez aller en Norvège l'hiver, il va faire peut-être -10, ça fait peur. Avec un vieux camping-car de 91, avec un chat et un chien, waouh, ça fait beaucoup de choses. Mais en fait, il faut essayer. Après, c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que, voilà, des gens qui n'aiment pas du tout le froid, voilà, faut pas non plus insister, voilà. Mais vraiment pour les gens qui ont soif d'aventure, qui aiment la nature, les expériences de fou, il faut le faire franchement, faut tenter l'expérience. S'il y a des hauts et des bas, ça n'a pas été toujours facile, hein, faut le savoir. On s'est remis en question souvent, des fois on s'est dit même: «Qu'est-ce qu'on fait là? C'est super dur». Mais le lendemain, quand on vit un truc de fou, on voit des élans, on voit les aurores boréales de dingue, les paysages sont fous, on est tout seul, entouré de tout ça, en fait, ça efface l'ardoise et on se dit: «Ouais, franchement» et on va le refaire pour le coup. Enfin, c'est pour dire, c'était dur, mais on va le refaire, c'est trop fou. Donc non, on peut que Vous aimeriez pas le découvrir en été ? Alors nous, je pense que la prochaine fois, on fera automne plus hiver. Donc on se fera toute la saison des aurores boréales en fait de septembre à avril, comme ça on ira tenter au moins 7 mois d'aurores boréales pour vraiment parce que c'est vrai qu'on est devenu accro, mais puis surtout pour profiter un peu plus des randonnées, qu'il y en a vraiment énormément à faire. Et c'est vrai que l'hiver, la plupart déjà sont dangereuses. Il y a quand même des dénivelés importants avec des pentes importantes, donc beaucoup de risques d'avalanche. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Il faut faire attention avant de se lancer dans une randonnée en Norvège l'hiver. C'est pour ça qu'on fera la période automnale pour peut-être faire plus de randonnées et profiter ensuite de l'hiver qui était vraiment une expérience incroyable et qu'on ne regrette pas. L'été, non. Avec le camping-car, on a plus de mal à être à l'aise en été. C'est vrai que tout est plus compliqué. Les spots sont surchargés de monde. Les routes sont plus difficiles à emprunter. Les croisements, il y a quand même pas mal de routes qui sont assez étroites. Et du coup, je pense que pour nous, en tout cas, ce serait pas
ce serait pas compatible avec ce qu'on recherche. Merci beaucoup pour toutes ces informations et cette belle source d'inspiration. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment trop donné envie de tenter l'expérience. Si jamais les personnes qui nous écoutent veulent suivre vos aventures, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ? Alors, on a 2 comptes Instagram. Donc, la nôtre, pour retrouver du coup tous nos conseils, des photos, des réels, voilà, sur la van life et tout ça, sur le compte de Call of Senja. Et on a fait un compte aussi pour les 2 loulous, pour Loki et Senja, parce que du coup, on mitraille de photos et au final, on s'est dit pourquoi pas faire un compte que pour eux. Sur le compte de Senja Wildcat. Voilà, donc on partage leur aventure. Et on va parler de notre projet Ouais, secret. si tu veux. Un projet que pour l'instant on a un projet qu'on a tenu secret jusque-là pour l'instant, qui est en préparation depuis plusieurs semaines déjà. Donc ça concerne la Norvège bien sûr. Donc on a voulu vraiment que les personnes vivent au mieux l'expérience qu'on a vécue. On veut vraiment que les gens préparent au mieux leur voyage. Donc on est en train de travailler sur un guide de Norvège ultra complet. On parlera de plein de sujets. Donc on abordera tout ce qui est on va dire utilitaire, comment ne pas se retrouver surpris avec son van ou camping-car pour se recharger en gaz, comment l'équiper, etc. Donc que ce soit pour l'hiver ou autre. On va aborder tout ce qui est, selon nous, les meilleurs itinéraires et plusieurs itinéraires en tout cas qu'on va proposer. Comment bien comprendre les aurores boréales parce que c'est assez complexe et pour vraiment en profiter. Ne pas passer à côté. Voilà, les bases pour vraiment bien booster ses chances pour ne pas les rater. Toutes les randonnées qui sont vraiment à faire et les immanquables, nos meilleurs spots. Enfin, on va vraiment faire un... C'est ça, et plein d'autres sujets. Bien sûr, il y a à chaque fois des infos sur voyager avec ses animaux, des petites anecdotes avec eux. Donc vraiment, c'est un mixte en fait de notre univers. Voilà, à chaque fois, on va retrouver notre expérience personnelle, mais vraiment avec en plus voilà tout ce dont on a besoin. Alors en camping-car ou pas que en camping-car, parce que tout le monde ne voyage pas en van. Donc peu importe la façon dont on voyage, vraiment, ce sera un guide super complet pour ne pas rater son voyage en Norvège. Donc on a trop hâte parce que on a déjà en amont, avant même de faire le voyage en Norvège, s'était énormément renseigné déjà sur plein de sujets et au final on trouvait pas la réponse à certains sujets. Du coup au final après on s'est dit pourquoi pas justement apporter ces réponses, ce retour d'expérience qui c'est vrai que l'hiver au final c'est assez... c'est peu fait, en tout cas aussi longtemps. On a quand même passé 6 mois en Norvège, dont 3 mois au-delà du cercle polaire, donc c'est quand même assez peu fait, surtout du coup dans notre condition, avec un vieux véhicule vintage et un chat et un chien. Donc on s'est dit, ouais, il faut qu'on partage ça, et si les gens veulent faire cette expérience, on se doit de partager ça. C'est une expérience magique, mais il y a quand même des choses à maîtriser pour ne pas se la gâcher en tout cas. Mais du coup, ce sera vraiment un guide complet pour être sûr de faire le meilleur voyage possible. Mhm. Génial, on a hâte de pouvoir le découvrir puisque, si je comprends bien, ça va être un condensé de plein d'informations, de tout ce dont on a discuté aujourd'hui avec plein de conseils pratiques, donc ça sera en fait super utile à ceux qui veulent vivre la même expérience que vous, donc c'est top. Totalement, on a trop hâte de le sortir, donc on travaille pour qu'il soit sorti à l'automne prochain. Génial, on a hâte de suivre toutes vos prochaines aventures. Merci beaucoup pour ce moment et toutes ces infos, c'était super chouette et j'espère qu'on pourra se dire à très bientôt. Oui. Merci à toi. Oui, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.